Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur notre émission d'aujourd'hui. Nous allons parler spécifiquement de la formation, l'éducation, donc du capital humain. Mesdames et messieurs, vous êtes sans ignorer que l'économie s'épand jusqu'à dans l'investissement humain. Et nous avons besoin d'un investissement riche en humanité, riche en éthique, et riche dans des valeurs universelles. Et alors, pour aborder ce sujet, j'ai donc dû inviter quelqu'un de très spécial, en l'occurrence, le docteur Elenga Bongo Charlet Loumad. Monsieur Elenga Bongo Charlet Loumad est diabétologue, endocrinologue, et il est également chef de service à l'hôpital général Adolphe Cissé. C'est bien cela? C'est ça. Et monsieur Elenga Bongo est également enseignant-chercheur à l'université Marien Ngouabi. Il est également expert en éducation du diabète et vice-président de l'association des diabétiques congolais. Diabaction. C'est bien cela? Diabaction, oui. Diabaction. Et il est également membre de diverses sociétés savantes. Et enfin, il est directeur des affaires médicales à l'hôpital général Adolphe Cissé. Ai-je bien présenté votre profil? Merci, bonjour. Je pense que c'est réellement ça. J'ai plusieurs tâches sur mes épaules, mais sinon, je suis un médecin. Voilà, médecin et un acteur social comme tout autre Congolais. Et j'exerce aussi en tant qu'enseignant au niveau de la faculté des sciences de la santé de l'université Marien Ngouabi à Brazzaville. Voilà. D'accord. Docteur, comment est-il possible pour un être humain d'avoir toutes ces casquettes alors que nous savons que l'intelligence est censée être facultative? Comment c'est possible pour un être humain d'avoir plusieurs intelligences dans ce sens? Comment c'est possible? Et comment peut-on vous définir? Parce qu'à la fin, on ne sait plus trop, est-ce que vous êtes savant? Est-ce que philosophe à la fin? Est-ce que... Comment peut-on vous définir? Est-ce que vous êtes savant ou bien... comment ça? Bien, merci pour la question. Ben, vous savez, je ne sais pas si je vais dire que je suis un savant. Je ne suis pas un savant. On est des hommes ordinaires. Je suis un homme ordinaire, comme tout le monde. Et c'est des gens un peu comme nous qui passent tout le temps à mettre à l'épreuve leur cerveau, si on peut dire. Parce que le cerveau, c'est l'un des organes les plus complexes du corps humain. Et ce cerveau a des capacités énormes. Vous savez, nous autres aujourd'hui, devant nos grands savants de l'époque que nous avons étudiés, qui ont eu des Nobel, qui ont eu ceci, cela, je le dis souvent à mes jeunes confrères médecins, pourquoi est-ce que vous devenez médecin, vous oubliez les mathématiques? Je leur pose souvent des questions comme ça, mais les gens me disent je suis compliqué parce que bon, je les ramène parfois dans la pratique de notre métier, de médecine par exemple, aux mathématiques ou à la chimie qu'on a fait à l'école. Alors ils me disent mais nous avons oublié. Je leur dis mais c'est que votre cerveau, vous voulez à tout moment l'éteindre, alors que le cerveau est un organe qui a des capacités de retenir beaucoup de choses. Et si je parlais par rapport aux savants anciens, vous savez que nombreux étaient en même temps philosophes, mathématiciens, astronautes, médecins, ils étaient tout. Exact. Et ce que nous pouvons aussi être aujourd'hui, si vraiment on a le temps. Vous prenez le cerveau de votre enfant, un enfant, il y a des gens aujourd'hui, vous avez vu comment nous éduquons nos enfants aujourd'hui, c'est que nous les mettons d'emblée dans la langue, qui est la langue du colonisateur, notre langue officielle, le français. Fièrement, on en parle, mais dès que vous la mettez au français, nombreux de nos enfants ne parlent plus nos langues maternelles. Et en ce moment, quand on posera la question, quelle est ta langue maternelle? Votre enfant dira peut-être le français, mais ce n'est pas sa langue maternelle. La langue maternelle, c'est celle que les parents devraient avoir appris sans même avoir été instruits. Exact. Bien. Donc,
Ce cerveau de cet enfant-là, si vous le stimulez dès l'enfance, en lui mettant 3 langues à la fois, le français, le Kituba, le Lingala ou le Lari, vos enfants apprendront ces langues. Vous allez voir la différence avec nos enfants, les enfants des gens qui vivent ici au Congo, qui sont soit maliens, soit béninois, qui naissent ici au Congo, mais qui parlent leur langue dès l'enfance. Pourquoi? Et c'est parce qu'on a commencé à entretenir ce cerveau. Donc je suis quelqu'un dont le cerveau est en permanente stimulation. Il ne dort pas. Je pense beaucoup, ça peut être de mon domaine de prédilection qui est la médecine, ça peut être de l'enseignement où je suis, mais ça peut être de toute autre chose. Moi, j'ai une nièce à ma maison, je lui dis, écoute, tu n'es même pas cultivé, parce que je voudrais bien que tu sois cultivé. Tu veux apprendre à conduire, mais est-ce que tu connais déjà la théorie de conduite? Puisque aujourd'hui, nos enfants, avec ce qu'ils ont devant eux, devraient avoir plus de connaissances que nous. Tout à fait. Le téléphone portable fait office d'un ordinateur avec la connexion, alors que nous allions à l'époque dans les cybercafés pour payer 500 francs, 1000 francs pour naviguer, apprendre les choses. Donc je pense que, parce que je me mets souvent en stimulation permanente, et puis j'ai peut-être du temps pour ça, oui, pour ce que je fais, je trouve du temps, et même là où je travaille à l'hôpital, les gens se disent, comment il fait? Il dirige un service, il est à l'administration, il signe des papiers, après il va enseigner, après bon, et à des moments je me dis, peut-être que dans la journée, j'ai même besoin de 48 heures et non 24 heures. Peut-être que je ne suis pas le seul, mais bon, je pense bien que c'est des gens comme ça. Il y a des gens qui peuvent aussi embrasser peut-être beaucoup de choses à la fois, et qui peuvent aussi avoir ces connaissances-là. D'accord. Voilà, donc un homme simple qui stimule son cerveau. Merci pour cette réponse. La deuxième question est basée sur un autre aspect. Georges Clason disait dans son ouvrage que le développement d'une nation est le résultat du développement des individus. C'est en développant les individus qu'on parviendra à un développement global. Que pensez-vous de cette citation? Mais je ne peux que dire dans ce côté-là que ça c'est ce que nous, si je prends le point avec ma médecine, on dit un diagnostic positif. C'est-à-dire là, il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas à discuter. C'est une assertion qui ne peut qu'être démontrée sur toutes les sphères possibles de la société. Donc moi je pense que l'homme est au centre de tout développement. Et si on ne s'appuie pas sur l'homme, je pense que tout ce développement, si on peut l'avoir en vision, il ne peut qu'être une utopie. Je prends un exemple. Vous avez un champ à labourer et vous n'avez pas, peut-être autour de vous, des gens qui peuvent labourer ce champ. Vous voyez, au village, j'ai aussi grandi quand même ma petite part de ma vie au village. Au village, vous allez voir, les papas avaient beaucoup de ménages, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Mais parce que, avec ce nombre d'enfants qu'il avait, ce père-là, il avait aussi la productivité. Donc, nombreux pouvaient aller à la pêche, d'autres pouvaient aller à la cueillette, d'autres pouvaient aller à la chasse, d'autres allaient au champ. Vous voyez que le père qui avait beaucoup d'enfants, mais c'était lui qui produisait plus, d'autres allaient produire le manioc, et c'est une famille qui pouvait peut-être manquer rien du tout. Aujourd'hui, là, on parle même d'une famille qui n'a même pas besoin, on va dire, de l'argent. Mais entre-temps, s'ils produisent tout, parce qu'ils sont nombreux, une partie va être dédiée à la consommation, tout à fait. Une partie peut être dédiée à la vente pour avoir de l'argent, et après, ça peut vous faire du capital. Donc, on peut se baser que sur ces aspects très simples, que quand vous avez un développement humain, déjà plus il est, on va dire, en forme, plus il est compétent, quand il peut travailler, ce capital humain, il y aura toujours un impact sur le résultat que vous aurez, il sera positif. C'est pas pour rien que ceux qui sont en Europe disent que l'Afrique, par exemple, notre continent, est le continent du lendemain, le continent du futur. Mais parce qu'on connaît quel est le potentiel humain qu'a l'Afrique. On a beau crier sur les multiples maternités de nos mamans, mais la jeunesse des cadres ou bien des enfants de cette Afrique est un potentiel pour le développement que chacun de nous, chaque pays peut même exploiter pour un meilleur. Donc c'est cimenté, tout est basé sur cette variable-là, qui est le développement, la personne, l'humain. Et autour de l'humain, il y a la créativité, il y a sa compétence, il y a
Voilà. Maintenant, si on peut valoriser l'humain, on verra que les résultats seront toujours les meilleurs. Merci beaucoup, M. Elenga. Je tiens à rappeler à nos très chers téléspectateurs que le sujet de notre émission d'aujourd'hui, c'est quel type d'éducation et formation pour atteindre l'émergence. Quel type d'éducation et formation pour atteindre l'émergence. Donc nous allons parler de l'éducation, de la formation dont nous avons besoin pour atteindre l'émergence dans notre pays et en Afrique en général. Alors, docteur Elenga, je reviens vers vous. Comment ce sujet résonne dans votre entendement? Alors, mon entendement, il y a, c'est une nouvelle notion, pas très nouvelle, je vais dire que tous nos pays africains aspirent à une certaine émergence. Et on doit dire que ce que notre pays, par exemple le Congo, a comme potentiel, s'il le valorise, s'il l'exploite, en tout cas tout sera au rendez-vous. Donc c'est pour dire que tout devrait être cadré sur un certain logiciel. C'est la vision qui peut être concrétisée parce qu'on a modélisé cette vision. Il faut toujours faire ce qu'on appelle par une modélisation. Qu'est-ce que je veux pour que j'atteigne ce que j'ai comme vision, donc, et après mettre les moyens en place. Donc, faire un petit dessin de cette projection et rassembler les forces vives, si on peut dire, dans ce rassemblement. Vous parlez de l'éducation, de la formation. On croit souvent, et ça c'est ce que je disais quand je suis rentré d'Europe, je disais, ben, vous savez, une maman qui quitte la maison, qui va faire un ménage, on va dire, dans un supermarché, elle ne dit pas fièrement que je vais au travail. Ça, c'est ce qui est purement africain ou peut-être congolais. Mais le travail, c'est quelque chose que nous faisons. À la fin, ça nous donne quelque chose pour nourrir peut-être dignement nos enfants et ainsi de suite. Et on devrait le valoriser. Mais nous, ici, au Congo peut-être, ou ailleurs, quelques d'autres pays africains, on a toujours pensé que quand on dit « je vais au travail », c'est aller dans un bureau climatisé. Alors cet aspect fait toujours que les maillons aussi de cette émergence, certains maillons, sont faibles ou sont laissés de côté. Alors nous sommes toute une chaîne, une longue chaîne, pour arriver à ce que nous aspirons, qui est donc cette émergence. Donc pour cela, il faudrait rassembler tous les maillons possibles pour que, à chaque niveau, celui qui est dédié pour passer un coup de serpillère dans un couloir, s'il le fait, et je vous parlerai des notions aussi simples pour arriver au bon résultat, parce que dans tout boulot, dans tout ce que nous faisons, pour arriver au bon résultat, c'est l'amour d'abord, l'amour du travail. D'accord. Cette notion qui est aussi dans notre société très, on va dire, très peu valorisée, aimer son travail. Quand bien même on me paye mal, mais je fais mon travail avec amour. Et parce que quand vous le faites avec amour, c'est le résultat qui sera toujours le meilleur. Donc, je pense que dans ce contexte de notre discussion, nous devons savoir qu'il y a besoin et nécessité qu'on valorise le capital humain à tous les niveaux, qu'on leur donne cette valeur et aussi faire comprendre qu'il y a un certain idéal, même quand mon travail, par exemple, c'est aller passer la serpillère dans un supermarché ou dans un ménage, hein, c'est possible. Mais si on le connaît et on le fait avec amour, tout ce que nous allons dans la globalité, c'est le meilleur résultat. Donc, on ne voit pas en termes de « je suis directeur, je ne suis pas directeur », donc celui qui est directeur est plus important. Si on n'allait pas donner cette valeur-là, et ça se fait avec des notions d'éducation, de formation, puisque même le plus subalterne des cadres dans une entreprise devait avoir une formation minimum. Donc ça, c'est des notions qu'on pouvait mettre à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une ville, ou je ne sais pas, et puis voilà. On n'est pas ici comme des donneurs de leçons, mais on est, on va dire, comme des acteurs sociaux qui commentent un peu l'action de ce qui peut se passer, qui peut se passer dans le sens positif. D'accord. Merci. Mesdames, Messieurs, vous comprenez avec moi que M. Elenga nous a fait comprendre que être éduqué, c'est bien, être formé, c'est bien, mais il y a des valeurs qui vont avec.
l'éducation, la formation ne suffisent pas. Il y a certaines valeurs qui vont avec. Et tout devrait être basé sur l'amour de ce que vous voulez faire, la passion de ce que nous voulons faire. Et en le faisant, nous ne devons pas minimiser. Petit soit-il, c'est votre boulot, votre travail. Faites-le avec amour, avec intérêt, avec passion, et vous verrez que ça va marcher. Alors, vous êtes, monsieur Elenga Bongo, vous êtes le produit de Harvard University. Vous avez été formé à Harvard. Vous savez, lorsque tout le monde entend ce nom-là, Harvard, vous savez comment ça sonne. Harvard. Ah, il a étudié à Harvard. Et en dehors d'Harvard, vous avez également étudié en Russie et dans beaucoup d'autres pays africains. Mais vous avez décidé de revenir au pays, de venir vous installer au pays, de travailler au pays. Et bien évidemment, en intelligence économique, cette notion s'appelle le bring-in. Et c'est quelque chose que l'État, logiquement, devrait faire, rapatrier tous les cerveaux qu'il aurait au préalable envoyés pour être formés à l'étranger, ensuite pour revenir. Ce qui n'est pas le cas chez vous, parce que vous n'avez pas été envoyé par une bourse étatique, mais c'est avec les moyens des parents. Finalement, vous avez été formé, vous êtes quand même revenu. Et j'ai écouté attentivement vos témoignages et vous avez reçu plusieurs propositions avec de gros salaires et vous avez refusé. Est-ce que c'est toujours cette passion dont vous venez d'évoquer ou il y a autre chose? Et qu'est-ce qu'on est censé comprendre par ce refus d'aller travailler en Occident, chose que tout le monde rêve. D'ailleurs, d'aucuns l'appellent terre promise. Mais pourquoi ce refus pour venir travailler uniquement au Congo, pour le Congo? Pourquoi? Bien, merci pour la question. Vous voyez, les expériences de chaque individu ne sont peut-être pas à copier, à dupliquer ou à recommander forcément. Dans ce que vous avez dit, si je peux me permettre de faire une petite correction. C'est la morale de l'histoire qui nous intéresse. Oui. Quelle notion peut-on retenir de Bien, donc quand vous passez dans la rue, le docteur Elenga, par exemple, c'est pas aussi visible sur ma face pour dire comment ce monsieur a fait ceci, cela, et on ne devrait peut-être pas toujours se vendre par cela. D'accord. Donc, je voulais faire une petite correction, c'est que oui, je suis parti d'abord d'ici 98. J'ai été envoyé à l'extérieur. D'ailleurs, je voulais dire, c'est la première fois que je suis rentré dans l'avion. D'accord. C'était par l'État. Ah, c'était par l'État, la première fois. La première fois, donc, je suis parti par l'État pour faire mes études en Russie, mais c'est plutôt la deuxième partie de mes études où j'ai dû, donc, j'ai été sponsorisé par ma famille. J'ai été d'abord formé médecin par l'État, et l'autre partie pour la spécialisation par ma famille. Donc, ce qu'on peut dire, quand vous évoquez le parcours, oui, j'ai été aux États-Unis, à Harvard, j'ai donc une formation que j'ai eu un diplôme là-bas, c'est une formation de rien du tout, une petite formation, mais j'ai un diplôme signé Harvard Medical School. Mais non, quand vous voyez ça, quand vous vous levez devant les gens diront waouh. Mais le waouh, c'est que après avoir fait ce monde entier, vous revenez quand même au Congo. Et pourquoi? Puisque vous l'avez dit, moi personnellement, quand je suis rentré, j'ai trouvé des amis qui ont fait chemin inverse. C'est-à-dire, moi je suis rentré, quand j'ai demandé, mais un tel est où? Mais il est en France. Mais un tel est où? Mais il est je ne sais pas où, aux États-Unis, ainsi de suite. Premièrement, comme je le dis, c'est des choix qui doivent être assumés d'abord sur le plan individuel. D'accord. Voilà. Ce choix, le mien, c'était d'abord la reconnaissance envers mon pays qui m'a donné cette chance de rentrer dans l'avion la première fois et aller à l'étranger. Bon, après on vous dira, le pays ne te valorise pas. Moi j'ai dit, ce n'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est le bagage que je suis allé remplir là-bas de ma tête d'intelligence dans mon domaine et qu'est-ce que je peux ramener dans mon pays. Et quand je ramène dans mon pays ce bagage intellectuel, donc le capital humain, je deviens alors le cinquième dans ma spécialité dans mon pays. Rendez-vous compte que celui qui m'a formé dit tu restes. J'ai dit non, je rentre. Et il s'est rendu compte que quand je lui ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup dans mon pays, il a dit non, tu es important, va chez toi. Donc pour dire que
oui, on a eu des offres. Et aujourd'hui même, pour avoir été dans on va dire, un couple ou bien un mariage multiculturel, les gens pensent même que j'avais la deuxième nationalité d'un autre pays. J'ai toujours dit non, j'ai la nationalité du Congo et je suis congolais seulement. Ok. Donc, c'est des choix. C'est des choix. Si nous sommes ici, c'est parce qu'on voudrait aussi que peut-être tout le monde ne fera pas ce choix. Tout le monde n'aura peut-être pas l'aboutissement de ces choix, un peu comme moi. Pourtant, en rentrant il y a de cela 15 ans, tout n'était pas clair. Mais j'ai dit, je persiste et je signe, ma place c'est ici. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ces offres continuent à pleuvoir. Continuent à pleuvoir, on nous fait des offres, mais j'ai toujours dit combien on peut faire multiplication du salaire proposé fois 10, fois 20, ce que j'ai. Ma conviction, c'est ici, mon pays, le servir. Donc, mais excusez-moi, monsieur Elenga, depuis que vous êtes ici au pays, vous avez décidé de revenir ici au pays, commencer à servir votre pays. Qu'avez-vous déjà fait de concret qui a aidé ou qui jusque-là aide le pays à aller de l'avant? oui, mais voilà, c'est des choses qui impactent. Hein. Nous sommes ici dans l'économie, mais nous, de la santé, vous savez que un patient qui n'est pas hospitalisé, il rapporte plus. Vous êtes chef d'une entreprise, vous avez 10 malades chez vous qui sont hospitalisés, mais l'entreprise ne va produire. Donc, moi, je suis dans une partie de ça, une partie de ma vie, c'est ma médecine. La grande partie de ma vie, d'ailleurs, c'est ma passion. Je pense que dès qu'on est rentré, on rentre avec une certaine idée. Hein, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter dans mon pays. Et pour cela, j'ai dû commencer d'abord mon petit parcours à Brazzaville, d'où je viens. Je suis en principe un Brazzavillois, adopté, hein, pas de naissance. Mais j'ai dit, bah, écoutez, j'ai commencé à prendre de l'expérience à Brazzaville parce qu'il faut une certaine imprégnation de terrain. C'est ce que nous avons fait. Et de cette passion, j'ai accepté à la fin d'être muté sur Pointe-Noire parce qu'il y avait peut-être un besoin. Okay. Et quand j'arrive ici à Pointe-Noire, donc je constate déjà la réalité du traitement des gens de ma pathologie, qui est surtout une pathologie très connue en vogue, qu'on appelle le diabète. Je me suis investi à fond. Okay. Alors à fond, ne comptant même pas sur ce que je devais gagner dans la poche. Absolument pas. Toutes les initiatives où on exigeait ma présence pour aller parler et impacter sur le côté de cette maladie qu'on appelle le diabète, j'ai été toujours présent, j'ai toujours répondu présent. Les églises m'ont invité ici dans Pointe-Noire pour venir parler du diabète, présent. Dans les écoles, je suis allé, j'étais présent. Donc, j'ai commencé on va faire du porte-à-porte pour impacter sur la problématique du diabète, par exemple. Et je l'ai fait au début des années, ça boitait timidement. Vous voyez parfois le désespoir sur la face de vos patients. Mais quand je ne cessais de croire, puisque c'est ça, il faut toujours croire et avoir cette conviction. J'ai dit, peut-être qu'on peut arriver à quelque chose de meilleur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé de meilleur? C'est ce que nous avons reçu ici, dans Pointe-Noire. Ça fait une bonne dizaine d'années déjà que les enfants diabétiques sont traités gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est le médicament qui leur est donné gratuitement. Le consommable nécessaire, c'est-à-dire les appareils pour regarder leur taux de glycémie, tout est gratuit. Figurez-vous que ces médicaments coûtaient 18 000 francs pour 2 semaines pour une maman qui vend du charbon pour son enfant. Donc, un plus qui est répertorié, donc l'impact est ressenti par les malades que nous soignons. Donc, des gens aujourd'hui qui sont productifs pour certains, puisque certains sont devenus agents d'une entreprise, certains travaillent, certains... Il y a un même qui est étudiant en médecine qui fera demain mon collègue. D'accord. Donc, voilà ce que nous pouvons, dans un certain engagement de ce repli ou de bring back, de comeback, impacter sur le quotidien de nos compatriotes. Et on le fait avec amour et toujours avec de grand plaisir au niveau des structures où nous évoluons. Merci beaucoup, monsieur Elenga. Alors, chers compatriotes, vous qui vous retrouvez de l'autre côté de la diaspora, je pense que vous venez de suivre le témoignage de notre confrère qui est rentré au pays pour mettre son savoir au service de la nation. Et voilà les produits, les fruits que cela a produits. Et aujourd'hui, nous avons la gratuité du traitement du diabète au Congo. Et c'est grâce justement à cet effort-là, dû à cette connaissance, à ce savoir
qu'il a reçues par de diverses formations qu'il a subies de l'autre côté. Vous pouvez faire pareil et vous pouvez faire mieux et vous pouvez faire plus. Nous vous encourageons, vous qui êtes restés, ne vous dites pas que ça ne va pas marcher, rentrez, venez mettre votre savoir, votre capital humain au service de la nation. Merci beaucoup. Alors, ceci nous emmène à notre dernière question. Docteur, que pensez-vous de l'idée de la création d'un département de solutions stratégiques au niveau des structures de l'État ou privées? Un département de solutions stratégiques où il y a des sachants qui sont là uniquement pour réfléchir sur des solutions stratégiques en vue de faire avancer les choses, en vue d'atteindre cette émergence tant attendue. Oui. Merci pour la question. Il y a quelque chose que personnellement, je n'ai jamais apprécié, c'est le fatalisme. D'accord. Je n'ai jamais apprécié le fatalisme. Je pense que dans un certain élan de dynamisme et de pragmatisme, si nous voulons réellement, comme on le dit, vouloir c'est pouvoir. Donc si nous voulons réellement, je pense que nous pourrons arriver. Et pour cela, pourquoi pas avoir des cellules on va dire, des cellules où on crée un certain dynamisme. Aujourd'hui, vous prenez un pays comme la France. En France, l'école, ou bien c'était normal que les gens qui aspirent à diriger la France de demain aient fait l'ENA. Ok, c'était comme ça. Après, bon, c'est devenu un peu... Il y a un parcours un peu typique, quoi. Sciences Po et tout. C'était donc, dès que tu dis Sciences Po, ENA, on dit, ben, c'est voilà. Il a fait l'école de l'administration, c'est vraiment quelqu'un qui est appelé à diriger, et ainsi de suite. Ça, c'était des parcours déjà forgés. Après, en France, aujourd'hui, on parle même de discrimination positive pour entrer dans des écoles, parce qu'on a compris qu'il y avait tellement de discrimination, des gens qui venaient dans des milieux défavorisés n'avaient parfois pas accès à ces écoles-là. Or, aujourd'hui, nous aspirons à un meilleur avenir, à un meilleur avenir de notre pays. Ce que vous dites, c'est ce qu'on appelle par les think tanks. Donc, si on peut créer réellement des groupes de dynamique où, à chaque niveau, il y a des gens qui génèrent des bonnes idées et qui sont exploités à un certain niveau, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quand il y a des gens qui acceptent l'inertie. Il est autour, vous pouvez être peut-être autour d'un ministre, un conseiller, je ne sais pas qui, je ne suis pas un donneur de leçons, mais si vous avez des bonnes idées et qu'elles sont utilisées, appliquées, vous allez voir que le résultat pourra être impacté. Donc si réellement le dynamisme que peut avoir chaque Congolais peut être exploité, à l'époque, on pouvait dire quoi, il y avait des comités de quartier. Voilà, on peut même, imaginons-nous par exemple, autour d'un quartier, on rassemble les gens qui peuvent apporter le plus. Il n'y a pas seulement les instruits, ceux qui sont partis à l'école avec de gros diplômes. Parce qu'aujourd'hui, nous ignorons souvent même pourquoi dans nos quartiers, nous avons par exemple les chefs du quartier. Le chef du quartier n'est pas forcément le plus instruit du quartier, par exemple. Mais que chacun, à chaque niveau, essaie de faire un rassemblement des connaissances, des compétences. Parce qu'il y a la différence entre la connaissance et la compétence. N'est pas forcément compétent celui qui a fait la grande université je sais pas, du pays ou des États-Unis. Donc forcément, il faudrait qu'on ait réellement peut-être cette possibilité de faire une mise ensemble des compétences et ça pourra générer. Je voudrais par là citer par exemple ce que disait Henry Ford. Henry Ford avait dit se réunir est un début. Rester ensemble, c'est un progrès. Mais travailler ensemble, c'est la réussite. Donc, il faudrait qu'on pense un jour à cela. Parce que nous avons souvent où il y a des gens qui s'auto-excluent. Aujourd'hui, vous avez lancé, par exemple, vous dites à vos amis de la diaspora, il faut rentrer et tout. Ils ne sont pas obligés. Mais il y a certains qui, dans la vision, il est sorti, dès qu'il a vu le gradient, la différence entre le Congo et la France, où il s'est installé, il dit non, je ne peux plus rentrer. Il s'auto-exclut. Au lieu de se mettre dans ce rassemblement pour apporter ce qu'il peut. Et bon, l'autre côté, ce serait
l'écoute. Est-ce qu'on sera écouté? Ça aussi, c'est important. Vous avez des idées qui peuvent germer. Et si ces idées peuvent germer, est-ce que vous allez les jeter sur du béton? Non. Je ne pense pas. Il faut chercher là où il y a la terre fertile pour cultiver. Donc, c'est ça aussi. Donc, il y a l'auto-exclusion. Soi-même, moi, je ne veux pas. Il y en a on est comme ça parfois. Ça, c'est le fatalisme, l'auto-exclusion. Et deuxièmement, il y a aussi l'exclusion discriminatoire. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui peut-être aurait des compétences, mais qui est mis de côté au dépend de quelqu'un qui n'aurait peut-être pas ces compétences. Donc, si on n'arrive pas à mélanger les gens et savoir que même le cultivateur doit être respecté et valorisé, mais nous n'irons pas de l'avant. Donc, je pense que ces think-tanks-là, des groupes de réflexion comme ça, à tous les niveaux, pouvaient exister pour que nous ayons un certain dynamisme de groupe, et ce dynamisme de groupe pourrait faire générer des bons résultats in fine. Si ce n'est pas le cas, tout ce que nous voyons, quand nous faisons tout en séparé, en aparté, nous ne sommes pas dans le vouloir gagner ensemble, parce que le gagner ensemble, c'est une notion de collectif, il faut être dans le collectif. Et c'est ça, au fait, ce que les vrais leaders, hein, je m'abstiens de commentaires et de critiquer, mais devraient vraiment mettre les gens ensemble pour que chacun apporte le meilleur de lui-même, et ce meilleur-là est exploité pour un bon résultat. Vous allez voir que quand c'est un travail collectif, le résultat fini, chacun devait dire, ouf, même si c'est moi qui ai damé une seule pointe, ah, c'est arrivé, jusqu'à là, j'ai damé que la pointe, mais on a fait quelque chose. D'accord. C'est vraiment des choses à exploiter à tous les niveaux. Hein, je vais dire, moi je suis au niveau de l'hôpital, je le dis toujours à mes confrères médecins, si nous n'arrivons pas à faire ensemble pour le bien des malades, mais nous sommes en train de faillir. On va critiquer l'hôpital, on va critiquer, ainsi de suite. Or, dans ça, c'est parce qu'il y a cette auto-exclusion. Tu as ta compétence, tu veux la garder pour toi, tu ne veux pas transmettre, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des notions de mise ensemble des compétences, et c'est là où Henry Ford dit, travailler ensemble, c'est la réussite. D'accord. Merci, merci bien, cher docteur. Et par là, nous comprenons que c'est pratiquement le même principe qu'évoque Napoléon Hill dans son ouvrage Réfléchissez, devenez riche, Think and Become Rich. Il parle du principe du cerveau collectif. Je pense que c'est bien cela. Exactement. Cerveau collectif, travaillons ensemble, ensemble nous irons loin. Ensemble, nous réussirons. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission et pour cela, j'aimerais donner un dernier mot à notre cher invité, très rapidement. Merci. C'était une expérience un peu généraliste. Très souvent, quand on arrive, c'est toujours la médecine, mais on parle comme un citoyen social, normal, voilà. Et on pense que... Et ça vous fait quel effet déjà de vous exprimer comme citoyen? Ben, c'est moi-même même dans la médecine, quand je l'exerce, j'ai toujours ce penchant-là de quelqu'un qui essaie d'extérioriser ce qu'il a en soi, voilà, avec mes patients, pour leur dire que, le fatalisme, c'est ce que j'ai dit, n'a pas été toujours quelque chose de bien. Il y a toujours, vous allez voir que vous comprenez que je suis médecin, le patient qui vient, qui pense qu'il ne sera jamais guéri de sa maladie, ou bien va mourir parce qu'il est malade. C'est le fatalisme. Donc, dès que vous êtes dans ce fatalisme, vous êtes au fond du trou. Après, il faut savoir toujours positiver. Et donc, dans tous les domaines de notre société, il faut être positif. On va dire, vous rêvez, il faut savoir rêver. Ça aussi, c'est important. Donc, dans tous les domaines, comme je le dis encore, il faut savoir rêver. Et l'autre, il y a un auteur qui a dit, il faut savoir partir de la peur, parce qu'il y a aussi une peur de rentrer, de la peur vers l'amour. Et j'ai parlé ici de l'amour. Moi qui suis rentré, j'ai dit j'aime ce que je fais, peut-être j'aime mon pays, pas plus que tout le monde, c'est sûr, mais de l'amour, de ce que je fais, le résultat, il est toujours bon. Donc en partant dans ce parcours-là, il faut vraiment aimer. Et s'il faut conclure, Gandhi l'avait dit, hein, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Il faut que nous soyons nous-mêmes le changement, que nous impactons. Ce n'est pas, je sais pas, le président, ce n'est pas le ministre, mais toi-même, puisque quand les gens disent le célèbre adage ou la rhétorique congolaise, toi tu penses que tu vas changer le Congo.
Ouais, ça, c'est pas une rhétorique qui enchante un pays. Et pourtant, le changement du Congo, c'est chacun de nous individuellement. Voilà ce que je voulais dire là. Merci. Le changement du Congo, c'est chacun de nous individuellement. C'est en ces termes que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis. À nous revoir au prochain numéro. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much.